C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'Europe qui est décidément le sweet spot actuel pour les investisseurs et les investisseurs globaux, même aujourd'hui, avec un petit retour de flux sur les actions européennes qu'on a pu constater sur les dernières semaines, qui montre peut-être que le regard a changé vis-à-vis de l'Europe. On voit encore une très belle séance pour les actions européennes avec des indices qui marquent de nouveaux sommets récents ou quasi historiques. Le CAC 40 est au plus haut toujours depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine il y a quasiment 1 an maintenant, jour pour jour. Le CAC 40 qui se rapproche désormais des 7300 points. Le record historique du CAC 40 cash nous ramène au début de l'année 2022. On était monté à 7380 points et quelques sur l'indice parisien qui se rapproche donc de ce niveau historique avec une très belle performance de 1% aujourd'hui pour le CAC 40 à Paris, qui est soutenu par les résultats de Carrefour. Le titre Carrefour est véritablement la vedette du jour avec une progression de plus de 7% à mi-séance. Le groupe a dégagé un cash flow libre record l'an dernier et affiche sa confiance en 2023, indiquant que ces indicateurs clés de performance seront tous en progression, en croissance sur l'exercice 2023. En revanche, la situation opérationnelle est peut-être un peu plus compliquée pour le groupe Kering, qui publiait également ses résultats. Le groupe et le management admet lui-même que les performances de Gucci, la marque phare, en 2022 ne sont pas à la hauteur, mais ce même management de Kering précise que le début d'année est très encourageant, notamment sur le marché chinois. Là aussi, symptomatique de l'ambiance du moment chez les investisseurs. Après un message un peu mitigé, le titre Kering ouvrait en baisse de 5% ce matin. Et puis, les perspectives, notamment avec la reprise de la consommation en Chine, ont fait rebondir violemment le titre Kering, qui fait partie des leaders à mi-séance, avec une progression désormais de plus de 4%. À propos de consommation, ce sera la statistique à suivre cet après-midi aux États-Unis à 14h30. Après l'inflation hier, nous aurons les ventes au détail du mois de janvier, publiées tout à l'heure avant l'ouverture de Wall Street. Mais d'abord, quelques commentaires sur la situation des marchés avec nos invités. Nous accueillons Patrick Guérin qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Et Marie Delessac qui est à nos côtés également, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Marie. Peut-être si on rembobine de 24 heures pour revenir sur la manière dont le marché a survécu, digéré le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis, qui était un rapport peut-être un peu piégeux, puisqu'on avait quand même déjà 6 mois de désinflation globale derrière nous aux États-Unis. Le pic de l'inflation globale, je le rappelle, date du mois de juin 2022. Et les analystes, les économistes pressentaient que le processus ne serait peut-être pas linéaire. Il y avait des facteurs techniques de repondération également qui créaient un risque de surprise négative peut-être sur ce rapport d'inflation aux États-Unis. Finalement, c'est passé presque comme une lettre à la poste. Oui, tout à fait. En fait, c'est dur à dire, mais 24 heures après, c'est l'idée qu'on a. Non, mais vous l'avez dit, effectivement, alors le chiffre était très attendu, mais attendu aussi avec des chiffres un peu plus négatifs et peut-être un peu plus hauts que les chiffres qui étaient pricés par le marché. Donc le chiffre est sorti, donc l'inflation à 6,4% sur 1 an, elle était attendue à 6,2%. Donc c'est effectivement au-dessus des attentes, mais c'est toujours un petit peu en baisse par rapport au mois précédent, puisqu'on était à 6,5%, et vous le disiez, le pic était au mois de juin, on était à 9,1%. Donc on a quand même, si on veut regarder le côté un peu positif, toujours cette tendance à la désinflation qui continue, qui ne se fera probablement pas en ligne droite, mais voilà, le marché a peut-être aussi un peu rassuré par le fait que les chiffres d'un mois sur l'autre, pour le coup, étaient vraiment dans les attentes. Il y a des effets de base positifs qui vont se prolonger pendant tout ce semestre et donc qui vont permettre de prolonger un peu cette tendance à la désinflation. La question, c'est vraiment
Est-ce qu'on va aller en ligne droite? Probablement pas. Et est-ce que les 2% de cible de la Fed seront atteints rapidement? Probablement pas non plus. Et finalement, on a vu hier que ce qui a fait bouger les marchés, quelques temps après la publication du chiffre, c'est plus les interventions de différents banquiers centraux. Et effectivement, on en a eu plusieurs dans l'après-midi. On a eu le banquier central de Richmond, de la Fed de Richmond, de la Fed de Dallas et de Philadelphie. Richmond et Dallas, ils étaient tous les deux un petit peu plus au quiche en disant qu'effectivement, il allait falloir peut-être un peu plus de hausse de taux que ce qui était prévu. Donc là-dessus, on a vu les taux américains remonter. Le dernier, Philadelphie, a été un peu plus mesuré en disant que finalement, la fin des hausses de taux restait peut-être proche. Et donc, on voit effectivement les marchés bouger comme ça. On a eu ici New York qui a repositionné un petit peu en donnant des chiffres, ce qui n'était pas le cas des précédents, mais en disant que ça serait un taux terminal entre 5 et 5,5%. Pourrait être d'actualité. Et finalement, c'est ce que le marché price aujourd'hui. Il s'est réajusté. Et ce qui explique peut-être aussi la réaction mesurée des marchés hier, c'est qu'en fait, il avait déjà commencé à se réajuster depuis, on va dire, le début du mois de février. Déjà, les attentes de taux terminal étaient passées de 4,80 à 5 à peu près. Et puis, avec le chiffre d'hier, on est passé à 5,20. Donc, voilà, finalement, le réajustement avait déjà commencé. Et les marchés ont réagi de façon mesurée. La réaction était un peu plus forte sur les taux que sur les actions. Ben oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a depuis quelques semaines, quelques jours. On a un peu une déconnexion entre l'évolution des marchés actions et l'évolution des taux. Il faut se souvenir, toute la phase de ce qu'on a appelé le front-loading l'an dernier, où effectivement on réévaluait en permanence à la hausse le taux terminal de la Fed. Je rappelle qu'au début de 2022, dans le meilleur des cas, c'était peut-être 2, 2,50, 3%. On est déjà à 4,5 et plus désormais. Et on voit que ce phénomène se poursuit, oblige les marchés obligataires effectivement à se recaler, mais l'impact sur les marchés actions est quasiment indolore désormais. Oui, les marchés actions ont beaucoup mieux tenu. C'est vrai qu'on regarde, nous aussi, la volatilité des taux et la volatilité des actions. L'année dernière, c'était vraiment très, très corrélé. Et les marchés actions étaient vraiment tirés par l'évolution des marchés de taux. Voilà, sur les 2 dernières semaines, on a eu un petit rebond de la volatilité des taux qui ne se voit pas du tout sur les actions. Mais c'est vrai qu'en revanche, tout le parcours depuis le début de l'année, c'était vraiment accompagné de cette baisse de volatilité sur les taux. Comment vous réconciliez effectivement la situation et la vigilance des marchés obligataires sur cette question de l'inflation, sur la question du taux terminal et du processus de resserrement monétaire des banques centrales et de la Fed, et la vie que mènent les marchés actions en parallèle? Alors, on dit en parallèle, évidemment, les deux restent fortement connectés, mais vous disiez, il y a 2 histoires, semble-t-il. Les marchés actions prennent en compte probablement plus l'environnement peut-être macroéconomique. Là, en fait, depuis le début de l'année, depuis, on va dire même, disons, les annonces de réouverture de la Chine, juste les annonces, pas la réouverture effective, les anticipations économiques se sont améliorées. Et donc, et les chiffres, le monde d'ailleurs, on attendait effectivement des chiffres de croissance négative en zone euro sur la fin de l'année dernière, on ne les a pas eus. Et donc, effectivement, cette amélioration économique se traduit dans le discours des entreprises sur cette saison de publication de résultats, principalement en Europe, d'ailleurs. Et on voit que, alors que les entreprises avaient probablement un discours un peu plus négatif au dernier trimestre l'année dernière, elles revoient un peu leur position et finalement cette attente de chiffres négatifs ne se voit pas encore dans leur carnet de commandes ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça je pense que c'est ce que le marché action essaye de prendre en compte. Voilà, il n'en reste pas moins que la croissance des résultats en 2023 sera inférieure à celle de 2022, voire sera peut-être même négative. Donc pour l'instant, les attentes tournent autour de 0 à 1% sur 2023. C'est peut-être des chiffres qu'il va falloir encore revoir un petit peu à la baisse.
Dans cette quasi-fin de période de publication d'entreprise, on arrive au bout aux États-Unis, encore un peu de publication devant nous en Europe, mais est-ce qu'on est plus confortable avec les résultats, le discours des entreprises en Europe qu'avec ce qu'on peut lire et entendre côté américain sur des marchés qui ne sont pas au même niveau de valorisation? Alors c'est historique, hein, la prime américaine est toujours là de ce point de vue-là, le monde n'a pas tant changé, mais est-ce que vous êtes plus confortable avec l'Europe? Le marché semble nous dire que c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui. En tout cas, la saison de publication de résultats a été moins bonne aux États-Unis par rapport aux attentes. Alors, comme d'habitude, hein, les entreprises publient au-dessus des attentes, mais les attentes sont révisées largement à la baisse avant. Mais contrairement au trimestre précédent, en fait, les surprises positives sont un peu inférieures à la moyenne historique. Et la magnitude de la surprise est aussi inférieure. Les entreprises ont publié au global environ entre 1 et 2% au-dessus des attentes, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'on a d'un point de vue historique. Après, on est aussi dans un phénomène de normalisation, hein, où on a eu des excès dans l'autre sens et des surprises vraiment très positives post-Covid. Donc, c'est aussi un phénomène de normalisation. On voit vraiment sur cette saison de publication un phénomène sur les marges qui se contractent vraiment. Donc ça, c'est effectivement pour les entreprises américaines, le momentum paraît un peu moins bon. Dans l'absolu, c'est un trimestre de baisse des marges aux États-Unis. Hein. C'est un trimestre de baisse des marges. Alors le point haut des marges était déjà... les marges baissent depuis un an, elles avaient fortement progressé, mais effectivement, elles devraient continuer leur décrue. Et aux États-Unis, en revanche, on a une baisse des résultats d'une année sur l'autre, donc par rapport au Q4 2021. Et donc, pour le coup, c'est la première fois depuis Covid qu'on a vraiment une baisse. On avait une baisse trimestre après trimestre, mais sur un an. Voilà. Et sur un an, là, vraiment, on marque les choses sur un an. Et même quand on prend en compte les forts résultats des entreprises énergétiques, par exemple, qui sont évidemment très importants, alors qu'en Europe, on a des hausses de résultats. C'est, on va dire, à peu près flat si on enlève les valeurs énergétiques. En revanche, c'est négatif si on enlève les valeurs financières qui, elles, ont été la plus grosse surprise, on va dire, de ces publications de résultats ce trimestre-ci. Un mot également dans l'actualité, alors qui nous éloigne un petit peu de l'Europe et des États-Unis pour parler du Japon, mais on a déjà parlé du marché japonais avec vous et les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management. D'ailleurs, est-ce que ça fait partie des marchés avec lesquels vous êtes confortable aujourd'hui? La question d'actualité étant le changement annoncé à la tête de la Banque du Japon avec la prise de la gouvernance par Kazuo Ueda à compter du 8 avril, je crois que c'est la date de départ de Kuroda, après 10 ans de mandat. Bon, c'est toujours un événement de voir un gouverneur de banque centrale qui change. Qu'est-ce qu'on peut imaginer autour du nouveau gouverneur de la Banque du Japon? Est-ce qu'il y a derrière l'idée, effectivement, que la Banque du Japon va évoluer dans le réglage de sa politique monétaire? Et puis, plus globalement, le marché japonais est-il un marché pertinent à ce stade? Oui, donc on a effectivement eu hier la nomination officielle de M. Ueda au poste de gouverneur. Alors, il doit encore être validé par le Parlement, mais normalement, c'est censé être une formalité, on va dire. C'était plutôt une surprise que ce n'était pas lui qui était prévu au départ. Donc, ce qui est plutôt positif dans sa nomination, c'est que lui, il a quitté la banque. Il a été à la Banque du Japon, qu'il a quitté en 2005. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas acteur, on va dire, de la politique monétaire actuelle, et il aura peut-être un peu plus de recul et d'indépendance pour la faire évoluer. Maintenant, c'est vrai que en termes de timing des changements, parce que finalement les changements de politique monétaire, ils sont quand même déjà, enfin, ils sont anticipés un peu au Japon. On sait que ça va devoir arriver. Ça va être surtout une problématique de communication. On l'a vu, ils ont fait évoluer leur yield curve control. La bande de fluctuation des taux longs. Exactement. Au mois de décembre, c'était assez inattendu. En conséquence, en fait, les marchés ont anticipé que les taux pouvaient encore plus monter et ils ont dû injecter pas mal de liquidités pour défendre ce nouveau taux long, cette borne haute qu'ils avaient mise en place. Donc on voit que là, ça va être surtout une problématique de communication, mais en fait, le chemin est quand même tracé de ce point de vue-là.
Après, ils nous disent qu'ils remonteraient les taux parce qu'ils sont encore en taux négatif. Moins 0,10 pour le taux directeur japonais. C'est là toute la problématique, c'est quand est-ce qu'ils arriveront à remonter les taux en fonction de l'inflation. Et là, les derniers chiffres sont pas... Alors, l'inflation est élevée, mais le dernier chiffre du PIB n'a pas été très bon. Ouais. Il ne montre pas forcément une très bonne dynamique sur l'économie, notamment dans les investissements. La consommation tient mieux, mais pour l'instant, c'est surtout une réouverture du tourisme. Voilà. Et ce qu'ils regardent aussi sont les chiffres du salaire. Alors, on a eu des très fortes progressions sur les derniers chiffres du salaire, plus 4,8%. Mais en fait, c'était tiré surtout par les bonus et pas par les salaires de base. J'entends. Voilà. J'entends. Et donc, c'est ça qu'ils veulent vraiment, c'est avoir des salaires de base qui progressent. Et oui, les autorités veulent voir des salaires progresser. Des salaires de base progresser pour pouvoir maintenir une inflation assez élevée et ne pas se retrouver dans les erreurs qu'ils avaient pu faire les dernières fois en montant les taux et l'inflation qui rebaisse rapidement derrière. C'est important pour nous ce qui se passe à la Banque du Japon ? Alors, c'est important, pour le marché japonais parce que finalement, ça va être une des banques centrales qui va être dans un territoire quand même un peu de resserrement alors que les autres banques centrales des pays développés en sont à la fin de leur cycle, un peu l'inverse de l'année dernière. C'est important en termes de liquidité aussi parce qu'on voit qu'effectivement, au mois de décembre, la Banque du Japon a dû injecter beaucoup de liquidités sur les marchés. Et au final, entre cette liquidité-là et celle injectée par la Banque de Chine, on a la liquidité globale qui s'est un peu redressée, ce qui soutient aussi les marchés financiers. En revanche, ça peut faire effectivement aussi, après, si les taux remontent, moins de flux sur les autres marchés obligataires. Et donc peser un peu sur les marchés obligataires. Bon, ce sera l'une des histoires banque centrale de cette année 2023, et je le disais sous forme de boutade il y a quelques mois. Pour la première fois de ma carrière d'observateur et de journaliste financier, je parle d'une bourse qui bouge dans un sens différent de celui qu'on a connu, c'est-à-dire qui était toujours plus d'accommodation, même si là on voit effectivement sortir de la politique de contrôle de la courbe des taux et pas forcément évident, et implique dans un premier temps d'injecter toujours plus de liquidités dans les marchés. Merci beaucoup Marie de Lessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était une de nos invitées à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. L'autre invité, je le rappelle, de cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, c'est Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Rebonjour Patrick. Reprenons la discussion sur le plan des marchés et expliquons aussi comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le marché en Europe est déjà à plus 12. Et en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette émission depuis quelques temps. C'est que c'est un mouvement qui fait mal. C'est un mouvement qui est dur, qui est douloureux pour un certain nombre d'opérateurs de marché qui ne sont pas suffisamment investis, qui sont souvent benchmarkés, qui ont des indices de référence avec lesquels ils font la course en permanence, et que cette course, elle est déjà largement entamée, en tout cas en ce début d'année 2023. On est semaine 7. Merci pour le rappel. Non, mais je dis ça. Non, mais c'est global. Le chiffre que Barclays nous apportait, c'est que sur le mois de janvier, 2/3 des gestions actives en Europe sous-performent leurs indices. Non, mais ce que je veux dire, c'est important de comprendre ça pour comprendre aussi la dynamique de marché. Oui, c'est d'autant plus important de le comprendre que ça s'inscrit, encore une fois, dans un contexte où 2022 a été une année où on était plutôt incité à rester extrêmement prudent dans nos allocations. Et le mouvement, vous l'avez évoqué, a été d'une brutalité inouïe. Donc, c'est très difficile de faire bouger son allocation en quelques jours, même en quelques semaines, puisque la règle de la construction d'un portefeuille ou dans un portefeuille qui est peu investi, c'est par définition d'agir par étapes. Donc, quand vous avez un marché qui, comme on l'avait vu en janvier, s'emballe littéralement, vous êtes forcément à côté du marché. Alors, toute la difficulté de l'exercice consiste précisément à ne pas l'être trop et essayer d'accompagner le mouvement. Mais là où ça se complique un peu, parce que sinon ça serait trop facile, juste le mouvement, c'est qu'il faut trouver les bons secteurs, il faut être en phase avec les secteurs qui montent. Or, c'est toujours utile de le rappeler, 2022, on est dans une configuration où il fallait être investi plutôt sur les valeurs défensives, plutôt sur les valeurs de santé ou d'énergie, le cas échéant. Malheureusement, 2023, ça ne marche pas.
C'est-à-dire que jusqu'à présent. Ce sont les deux secteurs que vous avez cités, sont des secteurs qui sont en retard sur la période 2023, sur les 7 semaines de 2023. Absolument. Bon, je raisonne par secteur, bien sûr. Parce que heureusement, le stock picking trouve toute sa grâce, puisque pour parler de santé, en effet, globalement, le secteur de santé en janvier a été plutôt mal orienté, et même sur les premiers mois de février, ça n'est pas démenti. On trouve quand même dans le lot des valeurs qui tirent leur épingle du jeu. Par exemple, AstraZeneca, qui a eu un parcours très compliqué, très chaotique en janvier, mais qui a complètement refait son retard depuis les premiers jours de février. Donc ça veut dire qu'il faut se garder de toute analyse trop englobante. Donc, il faut être un peu plus avoir le souci du détail. Bon, néanmoins, c'est vrai qu'il faut être investi. Pour revenir au débat d'origine, il faut être investi. On ne peut pas se permettre de rester en dehors du marché. Toujours le fameux acronyme, la peur de manquer, le FOMO, côté, bien sûr. FOMO, bien sûr. On est en plein dedans, là ? Oui, je pense qu'on est encore en plein dedans, parce que, vous l'évoquiez, beaucoup de gestions privées sont encore extrêmement prudentes. Elles sont extrêmement prudentes, mais elles vont être obligées d'accompagner le marché, parce qu'on ne peut pas rester en cash aujourd'hui. Le coût d'opportunité de rester en cash est beaucoup trop élevé. Alors, on n'est pas forcément benchmarké. Certains le sont, nous ne le sommes pas. Mais en revanche, nos investisseurs, ils le sont. Ils regardent beaucoup les indices. Bien sûr. Il est important de pouvoir justifier, expliquer qu'on n'est pas totalement aveugle et qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un appétit retrouvé pour le risque qui, à mon sens, va durer, puisque une grande partie des investisseurs ont intégré le fait que, sans forcément connaître le momentum, les taux d'intérêt vont baisser à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça va être en 2023 ? Est-ce que ça va être en 2024 ? Ce qui compte, en fait, c'est la manière dont les banques centrales vont communiquer. Alors, la Fed est un peu plus facilitante de ce point de vue, parce que on a entendu, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jérôme Powell parler lui-même de désinflation. Il a évoqué le terme. En Europe, on n'y est pas encore. Donc c'est assez intéressant de voir justement qu'on a des marchés d'actions qui montent fortement en Europe, alors même que la Banque Centrale Européenne est très prudente, voire très limitative dans son discours. Et on pourrait comprendre que dans ce cas-là, un investisseur ait plutôt le goût de ne pas s'exposer sur un marché où le risque de hausse de taux est encore important. Oui, bien sûr. Et comment on explique alors ce qui paraît contradictoire ? Alors, qu'on a commencé à l'expliquer, vous l'avez expliqué. C'est la croissance qui compte ? La croissance. Pour les marchés actions ? Oui, bien sûr. La croissance et puis aussi, bien entendu, la valorisation. On est globalement sur des, je parle au niveau des indices, sur des valorisations qui sont en Europe beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis, historiquement. Donc, je pense que pour des investisseurs qui sont un peu incertains sur l'avenir de l'économie américaine, qui redoutent potentiellement des perspectives de récession aux États-Unis, se disent peut-être que c'est pas mal de revenir un peu sur des marchés européens qui sont mieux valorisés, parce que moins chers. Oui, c'est ça. Mieux valorisé parce que moins cher. Voilà, plus attrayant du point de vue de la... L'Europe est un bon point d'entrée pour des investisseurs qui seraient un peu en retard. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment on rentre un peu finement effectivement dans ce marché, Patrick ? Alors évidemment, les valeurs défensives, c'est l'ADN de la maison Bordier. Et de ce point de vue-là, j'imagine que... Non mais justement, comment on ajuste ? Parce que le marché est quand même très cyclique. Semi-conducteurs, industriels, etc. C'est quand même des secteurs très cycliques, portés par une résilience économique qui continue de surprendre encore aujourd'hui en Europe. Donc il y a une forme de cohérence par rapport à ça. Est-ce qu'on a envie de capter ce genre de tendance ? Est-ce que c'est des tendances qui peuvent encore se développer ? Est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus, voire très défensif ? Non, ce qui ne paraît pas être l'ambiance du moment. Non, je pense qu'il faut plutôt avoir une approche un peu blend. Ça veut dire que dans les portefeuilles, il n'est pas aujourd'hui complètement insensé de conserver des expositions défensives, même si je tiens juste à rappeler ici que chez Bordier et compagnie, on n'est pas 100% défensif. On est défensif croissance. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on va simplement plutôt rester à l'écart des valeurs
qu'on considère comme étant sous-cotés, donc les valeurs value, mais dans notre sélection de titres et dans notre allocation générale, on est plutôt enclin à sélectionner des valeurs dont on pense qu'elles ont un potentiel de dégager de la croissance, même si certaines d'entre elles sont défensives. Ouais. C'est pas incompatible. Hein. Et donc, c'est ce qui nous conduit à ne pas nous écarter, par exemple, du segment de marché, les valeurs du semi-conducteur, qui nous semblent être aujourd'hui, précisément parce qu'elles ont été tellement massacrées en 2022, largement encore intéressantes, même si le parcours boursier depuis le début de l'année est juste incroyable. Ouais. Mais venant de baisse de 30-40% pour certaines d'entre elles l'an dernier. 30 à 40, absolument. Hein, donc ça ne doit pas nous effrayer. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux valorisations actuelles. Ça serait prendre le risque de rater le reste de la hausse, parce qu'il y en aura encore qui viendra. Hein. Donc c'est un peu toute la difficulté de l'exercice. Comment est-ce qu'on veut profiter du trend de la réouverture chinoise, de la reprise de la consommation en Chine? Alors on est aux prémices, j'imagine que c'est une tendance qu'il faudra à un moment aussi valider d'une certaine mesure. On a des chiffres en temps réel qui permettent de montrer, oui, que la dynamique de mouvement, de trafic, de consommation reprend en Chine et dans la zone asiatique autour de la Chine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de jouer, qu'on peut jouer d'ailleurs sur nos marchés européens, Patrick? Alors, à ça, il y a deux types de réponses. Très clairement, on est assez prudent sur les valeurs chinoises qui vont forcément profiter de la réouverture. En revanche, on est prudent, il faut expliquer pourquoi. On est prudent parce qu'on a connu quand même une année 2022 très compliquée. Donc, avoir une petite pincée, si j'ose dire, d'exposition à la Chine directement, oui, ça fait du sens dans les portefeuilles. En revanche, il nous paraît beaucoup plus judicieux d'être exposé à la Chine indirectement, cette fois-ci à travers des valeurs européennes, en effet, qui ont déjà profité et qui vont continuer à profiter de la réouverture, parce qu'il y a eu un effet d'annonce dont elles ont formidablement profité dès la fin de l'année dernière. Je parle évidemment des valeurs du luxe, mais l'histoire n'est pas finie. Hein. Je me plais à rappeler que sur les 2500 milliards de dollars de dépôts chinois, il y a environ, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une estimation du Financial Times, il y a environ 200 milliards qui pourraient être largement exposés et dépensés pour le loisir, les plaisirs ou des dépenses telles que les valeurs du luxe. Donc, je pense que, et on l'a vu aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction avec Kering, on est totalement dans le sujet. C'est-à-dire que ces entreprises génèrent à peu près 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires exposé soit à la Chine, soit à l'Asie au sens large. C'est une très bonne manière d'être exposé au marché chinois que de continuer à être investi indépendamment de leur prix qui pourrait paraître dissuasif sur ces valeurs du luxe. Et on n'a pas de doute que le consommateur chinois, après 3 ans quand même très très compliqués, retrouve un appétit pour les produits de Kering, de LVMH, de Hermès. 3 ans, c'est à la fois court et long, peut-être. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes comportements de consommation en Chine que ce qu'on avait précédemment ? On a quelques petits indices. Oui, bien sûr. Pensé, hein. On a vu par exemple que les ventes d'iPhone ont explosé juste soit au début, soit à la veille du Nouvel An chinois. Enfin, les iPhones ou des Android, hein, bien sûr. Et on a vu aussi les billets d'avion qui ont eux aussi ces petits indicateurs comme ça qui ont explosé également en Chine. Donc ce qu'on appelle traditionnellement les revenge spending, donc pardon pour l'anglicisme, mais les dépenses de revanche, si on pouvait traduire ça un peu brutalement. Je ne vois pas pourquoi les plus aisés parmi la population chinoise ne seraient pas tentés de procéder de la même façon. Hein, c'est une analyse un peu basique, mais je pense qu'elle a toute sa valeur. Bien sûr, mais confirmé par le discours d'un Kering aujourd'hui, hein, sur les premières semaines de l'année, très encourageant, la Chine. Oui. Et après, il y a aussi d'autres valeurs au-delà du luxe qui peuvent être intéressantes à regarder. Ce sont toutes les valeurs qui sont exposées à la Chine indirectement, parce qu'elles sont des valeurs qui exploitent des matières premières, par exemple. Donc là, ça peut être intéressant. C'est des valeurs américaines, pour le coup, qui profiteront aussi de la réouverture chinoise, parce que les besoins vont être de nouveau très importants. Merci beaucoup, merci Patrick, merci Marie d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, et Marie Delessac, je le rappelle, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition 12h30, 13h, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.